Madame, monsieur, en route pour un voyage au bout de la nuit. Et oui, cette semaine, plein phare sur la vie nocturne de nos voisins. Quelles sont les villes en pleine effervescence ou au contraire en pleine somnolence? Quels sont les lieux qui prennent vie après minuit et quelles activités y sont proposées? C'est ce que nous verrons avec nos 4 correspondants du jour. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, évidemment, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, pour éclairer nos lanternes, nous avons fait appel à Dominique Derda, qui nous donne rendez-vous à Jérusalem, à Luc Lacroix, qui nous attend à Moscou, Fanny Lothaire, notre correspondante à Rio de Janeiro, et puis Arnaud Miguet, qui, lui, nous emmènera à Bangkok. Alors, pour la toute première escale, nous partons en Israël à la découverte de Jérusalem et de son atmosphère unique, il faut bien le reconnaître. Bonjour Dominique. Le cœur de la ville sainte ne dort jamais et bat, c'est le cas de le dire, jour et nuit, au rythme des prières. Jérusalem, c'est le berceau de 2 des principales religions monothéistes. On trouve ici les lieux les plus sacrés du judaïsme et du christianisme. Il y a également l'un des principaux lieux saints de l'islam. Autant dire que la religion ici, elle est partout. On prie tout le temps, de jour comme de nuit. On se croise, on se toise parfois aussi dans les ruelles de la vieille ville où les tensions ne sont pas rares. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé par Maxime Pérez et Ovsep Nalbandian. Quand l'obscurité recouvre les murailles millénaires de Jérusalem, les artères de la vieille ville s'illuminent peu à peu. Même à la nuit tombée, la cité 3 fois sainte reste effervescente. Près de la porte de Jaffa, de nombreux pèlerins juifs se mêlent à la foule habituelle de touristes. Ils convergent vers le mur des lamentations, lieu sacré du judaïsme. En cette période de repentance pour les Juifs, prier la nuit au cœur de Jérusalem est une expérience unique. Cela renforce notre foi. Au même moment, l'église du Saint-Sépulcre ferme ses portes. Un rituel réservé aux gardiens de ce sanctuaire chrétien. À l'intérieur, le temps presse, pendant que des femmes nettoient les abords du tombeau du Christ. D'autres effectuent une mission de la plus haute importance. Nous remplaçons l'huile des cierges allumées par les fidèles. Ce lieu est d'une grande pureté. Et notre travail se limite à la partie de cette pièce réservée au culte arménien. 6 communautés chrétiennes cohabitent ici et chacun doit respecter son espace au millimètre près. Condition indispensable pour une coexistence harmonieuse. Dans les ruelles, la quiétude n'est qu'apparente. Il arrive encore que des Palestiniens attaquent à l'arme blanche les forces de sécurité israéliennes et des Juifs orthodoxes. À minuit passé, c'est au mur des lamentations que bat le cœur de Jérusalem. Des centaines de fidèles entament les prières du pardon, les slichot. Pour certains Israéliens, la ferveur religieuse se mêle à l'engouement patriotique. La nuit est toujours propice à la réflexion. Et pendant que le monde dort, nous les Juifs, nous nous préparons au jour du jugement qui approche. Non loin de là, ce boulanger palestinien est déjà au fourneau. Dans quelques heures, les petits pains au sésame qu'il enfourne seront vendus dans toute la vieille ville. Nous préparons la pâte pendant la nuit et cuisinons les pains à l'aube. Ça prend du temps car ce n'est pas un pain comme les autres. Son secret, c'est d'être saint comme la vieille ville. 3 heures du matin, le Saint-Sépulcre rouvre ses entrailles aux premiers visiteurs, déjà nombreux, conscients d'être des privilégiés. Je suis comblée d'être là. C'est un bonheur absolu. Après le premier office, les prêtres bénissent les lieux. Un rituel destiné à élever vers le ciel les prières des hommes. C'est aussi pour se rapprocher du Tout-Puissant que ces fidèles musulmans se prosternent dans la mosquée Al-Aqsa. À 5h30 du matin, ils récitent le Fajr, la première des 5 prières de l'islam. Dès qu'il le peut, Moussa Kawasme immortalise chacune d'entre elles. À travers mes vidéos que je poste sur Internet, j'essaie de transmettre l'esprit d'Al-Aqsa à tous les Palestiniens et les musulmans du monde. L'esplanade des mosquées est un lieu de passage incontournable pour tout musulman en pèlerinage. Il y a beaucoup de traditions qui se côtoient ici.
Et quand on voit les gens au quotidien, on s'aperçoit que cela ne pose aucun problème, que c'est très facile, que tout le monde peut cohabiter facilement. Un vivre ensemble, pourtant loin d'être acquis dans cette partie du monde où la religion divise plus qu'elle ne rapproche. Et oui, car effectivement, on le sait, hein, Jérusalem est une ville très convoitée. Israéliens et Palestiniens la revendiquent, Dominique, comme capitale. Capitale éternelle et indivisible pour les Israéliens, capitale d'un futur et hypothétique État indépendant pour les Palestiniens. La question est toujours en suspens et dans les faits, malgré les condamnations internationales, c'est bien Israël qui se retrouve en position de force. Israël qui l'an dernier a remporté une victoire symbolique, mais une victoire importante, lorsque Donald Trump, le président des États-Unis, a transféré ici l'ambassade des États-Unis au mépris de toutes les résolutions des Nations Unies qui considèrent que le statut de la ville ne peut être décidé en dehors d'un plan de paix plus général entre Israël et les Palestiniens et que d'ici là, les pays étrangers doivent s'abstenir de reconnaître Jérusalem comme capitale. Merci beaucoup, merci Dominique et à très bientôt évidemment. Alors pour la suite de notre périple, direction maintenant Moscou. Moscou, le paradis des consommateurs insomniaques. Bonjour Luc, la ville ne ferme jamais boutique, on peut y faire ses courses jusqu'au bout de la nuit, donc on peut le reconnaître, hein, pas de répit pour la carte bleue, c'est ça ? Ah oui, une des choses que l'on remarque en arrivant à Moscou, ce sont ces enseignes un petit peu partout avec le chiffre 24 pour magasins ouverts 24 heures sur 24. On le voit sur des boutiques, on le voit aussi par exemple sur des pharmacies. Et c'est vrai que c'est très utile en cas d'urgence, mais il y a des boutiques pour lesquelles l'urgence est bien moins évidente. Je ne vais pas vous cacher qu'en arrivant à Moscou pour m'installer il y a quelques mois, j'ai passé beaucoup de temps dans un très célèbre magasin de meubles en pleine nuit. Et il y a encore plus étonnant, comme vous allez le voir dans ce reportage avec Patrice Hacheret et Constantin Manenkov. La nuit, ces bâtiments les plus spectaculaires restent illuminés. Moscou, une capitale qui ne dort jamais tout à fait. Et où, quelle que soit l'heure, on peut consommer. Sur le fauteuil, Daniel, 11 ans. Il est venu pour une coupe tardive. Il a voulu profiter de son samedi pour voir des amis, alors c'est le soir que sa mère l'a accompagné chez le coiffeur. Et ça se prolonge presque jusqu'à minuit. Non, je ne m'endors pas. Mais dès que je suis assis trop longtemps, mes yeux se ferment tout seuls. Je perds mon énergie. Ça me plaît beaucoup. J'ai l'impression que mon fils ne comprend pas l'intérêt de cette coupe. Mais je trouve ça très stylé. Depuis 16 ans, ce salon ne ferme jamais. La coiffeuse de cette nuit y travaille quelques fois par mois, en plus de son emploi principal, 2 jours celui-ci. C'est juste pour arrondir les fins de mois. Même si les clients se font plus rares entre 1h et 5h, le salon reste ouvert. On y va, je suis prête. Une question d'image est très utile pour les urgences capillaires, comme il y a quelques mois. C'était à 3h du matin. Je m'étais fait faire une couleur dans un autre salon de coiffure et je détestais tellement le résultat que je ne pouvais pas m'endormir. Je savais qu'ici, il y a toujours des coiffeuses qui travaillent, alors j'ai appelé et je suis venue là. Des coiffeurs qui restent ouverts 24 heures sur 24, mais aussi des supermarchés ou encore des bureaux de tabac et même des fleuristes. À Moscou, dans chaque quartier, il y a au moins un endroit où l'on peut acheter un bouquet à toute heure. Et il y a encore plus étonnant. À la sortie de la ville, en pleine zone commerciale, une enseigne bien connue des Français a installé un magasin de bricolage. 10 000 mètres carrés, où à minuit passé, on se croirait en plein jour. Oleg Kostin et sa mère, Lyubov, font leurs courses comme si de rien n'était. Ils se sont arrêtés sur le chemin de leur datcha, leur résidence secondaire. Objectif, trouver du matériel pour rénover la terrasse. Dans la journée, il y a toujours beaucoup trop de monde. On n'a pas le choix avec les embouteillages. Si on veut les éviter, il faut venir à cette heure-ci. On a fait un détour pour venir. On aime bien faire nos achats ici. Et c'est comme ça dans tous les rayons. Des familles entières venues faire leurs courses. Eux veulent échanger des stores pas adaptés et sont venus accompagnés de leur petite fille, très sage malgré l'heure.
Ils aiment vivre tard le soir et ne s'imaginent plus en magasin ouvert la nuit. On est allé en France et c'était un problème, même pour trouver un restaurant, parce que certains d'entre eux ferment tôt. Le soir, on veut aller dîner, sortir ou aller dans les magasins et tout est fermé. Et quand le petit matin approche, c'est un autre type de client qui prend le relais. À 3-4 heures du matin, ce sont nos clients professionnels qui viennent pour approvisionner leur équipe dans la construction, pour qu'ils puissent commencer à travailler dès le début de la journée. Chaque année, cette grande surface ne ferme ses portes que 2 jours, une journée pour l'inventaire et le 1er janvier. Ouais, j'avoue que c'est assez étonnant. Du coup, on se demande même s'il y a des règles, parce que tout a l'air toujours ouvert, finalement, Luc. Alors, il n'y a pas vraiment de règle, ou alors plutôt la seule règle qui existe, que ce soit pour le travail de nuit ou le travail le dimanche, c'est la règle de l'ouverture maximum. La seule restriction qui existe, elle concerne la vente d'alcool. Il est interdit de vendre de l'alcool dans les magasins après 23 heures et le but, c'est de lutter contre l'alcoolisme. Quant aux administrations ou aux banques, elles sont ouvertes à peu près aux mêmes horaires qu'en France. Et les salariés, comme ceux que l'on vient de voir dans votre reportage, leur travail de nuit, il est encadré ? Alors oui, le code du travail russe définit très précisément ce qu'est le travail de nuit. C'est le travail effectué entre 22h et 6h du matin. Et il y a des gens qui n'ont pas le droit de travailler à ce moment-là. Il s'agit par exemple des femmes enceintes ou encore des mineurs. Il y a d'autres personnes qui ont le droit de travailler à ce moment-là, mais à qui on ne peut pas l'imposer. C'est le cas par exemple des parents qui élèvent seuls un enfant de moins de 5 ans. La question qui est très importante, bien sûr, c'est aussi la question du salaire. Le travail de nuit est majoré de 20% de plus que le travail de jour. Enfin, normalement, et c'est le cas par exemple dans le magasin de bricolage où nous avons tourné le reportage. Enfin, une dernière information, normalement quand on travaille de nuit, on doit travailler 1 heure de moins que si on travaillait de jour. Merci beaucoup, merci Luc pour toutes ces infos assez étonnantes, il faut bien le reconnaître, ces images. Et puis bon shopping surtout. Allez, il est temps de faire une pause numérique avec notre spécialiste du web, car si la nuit tous les chats sont gris et que la nuit porte conseil, mais les souris d'ordi bien sûr sont de sortie parce que la toile ne dort jamais et nous non plus du coup alors. Exactement, il ne fait jamais nuit sur Internet. C'est un phénomène qui a des conséquences particulièrement marquées du coup chez nos adolescents. On appelle cette génération les Attawade, anytime, anywhere, any device. C'est-à-dire tout le temps, partout et surtout les supports. Ils sont de plus en plus connectés et ils sont nombreux à se réveiller la nuit pour jouer sur leur portable, pour consulter les réseaux sociaux et pour envoyer des messages à leurs amis. Ils sont 33% à passer plus d'1 heure devant un écran après le dîner et 11% d'entre eux vont carrément se connecter sur les réseaux sociaux pendant la nuit. Et alors la tendance, elle va s'accentuer sur la tranche d'âge des collégiens. Et si vous êtes une jeune fille entre 15 et 18 ans, il existe aussi, donc ce n'est pas votre cas, donc vous vous réveillez peut-être moins la nuit pour aller sur les réseaux sociaux. En tout cas, il existe un autre phénomène qui s'appelle le sleep texting, les textos au lit. En fait, une étude a révélé que 3 ados sur 4 dormaient avec leur portable allumé, je précise bien allumé, soit sous l'oreiller, soit sur la table de chevet. Et une chercheuse américaine a carrément révélé le caractère inapproprié des messages dans un état de semi-conscience. Ouais, moi, j'ai pas du tout envie de ça, personnellement. Comment faire pour être totalement déconnecté la nuit ? Alors, il existe une solution, un bon site sur Internet qui s'appelle Morphée, qui concerne vraiment, si vous avez des problèmes de troubles nocturnes, ce site, c'est un réseau de santé qui est consacré à la prise en charge des problèmes chroniques du sommeil. Sur ce site, vous allez pouvoir trouver un questionnaire qui va vous orienter pour tester votre capacité d'endormissement, vos problèmes de sommeil et qui va ensuite vous diriger ou non vers une consultation pour un médecin ou pour un spécialiste. Vous avez aussi évidemment rappelé aux nouvelles générations qu'il faut se mettre en off. Se mettre en off, c'est du vrai off. On déconnecte absolument tout. Par ailleurs, le réveil à heure fixe, c'est très bon pour notre horloge interne. Et la sieste, en France, on n'est pas très sieste, alors que outre-Manche, dans les universités, on propose des siestes et ça fait beaucoup de bien aux jeunes générations. On n'a qu'à essayer. Merci beaucoup, Julia, merci. Pour la prochaine escale, direction maintenant le Brésil, car s'il y a bien une ville montée sur ressort, c'est Rio de Janeiro. Bonjour Fanny. Les cariocas sont de vrais oiseaux de nuit, on le sait, et on peut dire qu'ils ont de l'énergie à revendre. En matière de vie nocturne, Rio n'a rien à envier
À New York, les habitants plaisantent même en disant que leur ville n'est pas celle qui ne dort jamais, mais celle qui ne se fatigue jamais. Car à Rio, la nuit, c'est du sport. Nous avons décidé de vous faire découvrir le Rio que nous aimons, loin des clichés connus du grand public comme l'ennemi de samba ou de carnaval. Bienvenue dans une nuit à Rio populaire et sportive. C'est un reportage réalisé par Louise Rollet et Perrine Juan. La nuit tombe sur la ville merveilleuse et quelques surfeurs profitent des derniers rayons du soleil. À quelques mètres de la plage, l'activité sportive ne s'arrête pas. Nombreux sont les cariocas à soulever de la fonte et peu importe l'heure. Je me suis toujours entraîné de nuit. Mon métabolisme fonctionne mieux. Avec plus de 30 degrés en moyenne pendant 6 mois de l'année à Rio, les sportifs recherchent surtout la fraîcheur. Dans le centre-ville, il est 23h, l'heure pour Antonio de terminer son service, mais pas de rentrer chez lui. Direction la dizaine de terrains de foot en bordure de plage. Une fois par semaine, Antonio et ses amis serveurs comme lui troquent leur tenue de travail contre un maillot de foot. C'est un passe-temps, un moment de détente après une journée de travail stressante. La plupart du temps, c'est notre loisir pour terminer la journée en beauté. De simples matchs à l'organisation de tournois, les équipes se forment parfois en fonction de l'état d'origine. La plupart d'entre eux ont immigré du Nord-Est, une des régions les plus pauvres du Brésil. On est plusieurs de l'état du Ceará à être venus en quête de travail. Et on a fini par se retrouver ici à jouer au foot. Des matchs qui se prolongeront jusqu'au bout de la nuit. Mais Rio n'est pas près de dormir. Dans la favela de Mangueira, c'est l'heure d'installer ces immenses enceintes. Les habitants préparent le baile funk, une fête populaire des quartiers défavorisés de Rio. Vous avez fini de préparer ? C'est terminé, plus qu'à attendre le matin pour tout démonter. Jonathan supervise le montage de la soirée. Il est le DJ officiel. C'est le funk qui a changé ma vie. Quand j'avais 15-16 ans, je fréquentais des amis dans le trafic, jusqu'au jour où j'ai rencontré un DJ dans la favela. Et je l'ai accompagné une fois dans un baile. Souvent organisé par les factions qui dominent le trafic d'armes et de drogue dans les favelas, le baile funk a une mauvaise réputation. Notre caméra est tolérée par les trafiquants, mais quelques minutes seulement. Un genre musical qui a émergé dans les années 80 dans les favelas de Rio. Souvent réprimé, en 2017, une proposition de loi voulait même l'interdire. Au son sursaturé des baffles, des paroles parfois dégradantes faisant l'apologie du crime organisé et des danseurs sans complexe. C'est pas fatigant ? Non. S'il faut rester jusqu'à l'aube, je reste. C'est décontracté ici. Tout est fait pour que tout le monde en profite. C'est l'une des rares diversions gratuites pour les jeunes habitants des favelas, souvent aussi victimes de discrimination dans les soirées du centre-ville. Le funk a depuis peu franchi les frontières de la favela. Il est devenu le genre musical préféré des nuits carioca. Ah oui, distraction des doux. En tout cas, ça a l'air bien chaud. Merci beaucoup, Fanny. À très bientôt, évidemment. Allez, retour en France à présent avec Anna Reinhardt qui vient de nous rejoindre. Notre papillon de nuit, chère Anna. Avec vous, on va s'intéresser aux habitudes nocturnes des Français. Bon, a priori, l'activité principale chez nous, c'est dormir. Hein. Oui, un peu, vous avez raison. Comme dans le monde entier, la nuit, c'est quand même encore synonyme de sommeil. Mais les habitudes changent. Figurez-vous qu'une récente étude de l'Institut national du sommeil et de la vigilance a révélé que pour la première fois, le temps moyen de sommeil des Français en semaine est passé en dessous des 7 heures. C'est quand même 1h30 de moins qu'en 1970. Et toujours d'après cette étude, un quart des Français somnolent pendant la journée, ce qui, évidemment, pose des problèmes de santé publique, notamment d'hypertension, de diabète et quelquefois même des accidents, malheureusement, dus évidemment au manque de vigilance. Oui, mais enfin, quand on ne dort pas la nuit, c'est aussi peut-être parce qu'on travaille, non ?
Oui, c'est même de plus en plus souvent parce qu'on travaille, vous avez raison, il y a une étude de l'Agence nationale de santé publique qui a été publiée en mars dernier et qui révèle que le nombre de travailleurs de nuit en France est passé de 3,3 millions en 1990 à 4,3 millions en 2013 et le nombre de travailleurs habituels a quant à lui plus que doublé. Il est passé de 800 000 à 1,9 million et il a même dépassé les 2 millions l'année dernière d'après une étude du ministère du Travail. Et les métiers les plus impactés, ce sont ceux de la santé d'abord, les infirmiers, les aides-soignants, les sages-femmes, mais aussi les policiers, les pompiers, les militaires, les conducteurs routiers et les boulangers, bien sûr. Une autre catégorie de personnes qui risque de reprendre du service de nuit, eh bien, figurez-vous qu'elle va nous permettre peut-être de nous réendormir au doux son du cacoum du train de nuit, puisque oui, il serait question en effet que les trains couchettes reprennent du service très bientôt en France. Oui, et puis la nuit est aussi synonyme d'engagement, hein. Oui, d'engagement. Alors évidemment, on pense tout de suite aux maraudes, par exemple, qui sont coordonnées par le SAMU social, vous le savez, et qui viennent en aide, notamment à l'arrivée de l'hiver, au plus profond de la nuit, grâce aux bénévoles, à plus de 3650 personnes sans abri. Ça, c'est rien qu'à Paris, et ça a été recensé lors de la dernière nuit de la solidarité. Bon, pour finir, sur une note un peu joyeuse, il faut aussi revenir sur ce monde de la nuit qui est en fait souvent le monde de la fête. Oui, on peut le dire. On aime bien ça, la fête en France. C'est 2000 discothèques au moins, 4000 bars et restaurants à ambiance musicale. C'est tout. C'est tout, oui. Non, mais c'est pour ça que je dis au moins, parce que je voudrais savoir qui a compté. Là, pour le coup, non, c'est vraiment 2000. Et puis, c'est 50 000 salariés et 2 milliards de chiffre d'affaires quand même. Donc, ça pèse son pesant de cacahuètes, comme on dit. Mais ce qui s'impose vraiment, et c'est ce qui est intéressant, c'est que même dans son aspect le plus festif, la nuit en France s'engage. Et ça, c'est assez nouveau. On le voit dans les événements les plus institutionnels, la nuit blanche, la fête de la musique. Il n'y a pas un char, pas une œuvre, pas un collectif qui ne soit mu par des motivations sociales ou écologiques. Les nuits parisiennes n'échappent pas à cette règle. Elles sont aussi le lieu d'un engagement grandissant qui paraît vraiment comme une tendance complètement inéluctable. Ça commence dès la tombée de la nuit. Je pense par exemple à ce restaurant solidaire qui a ouvert Place de la Madeleine, le Refettorio, et qui allie les talents, vous savez, de l'artiste JR et de grands chefs étoilés, mais pas que. Les fêtes les plus branchées, les plus underground, les quarantenaires comme les vingtenaires, si vous voulez, s'engagent et on danse toujours, mais c'est souvent après avoir peint une banderole pour sauvegarder la planète ou avoir assisté à une conférence sur la condition des réfugiés. Et c'est souvent le cas, par exemple, dans un endroit qui s'appelle le Consulat, qui est un lieu itinérant, qui est très représentatif de notre époque. On y crée, on y danse et on y milite. Et le prochain fief ouvre ses portes en 2020 dans le 10e à Château-Landon. Je vous invite à surveiller ça. Enfin, voilà, en résumé, ce qu'on peut se dire, c'est que par la cause commune, on sort un petit peu de l'entre-soi quand on fait la fête et ça fait du bien. Et il apparaît que si l'engagement peut être festif, c'est aussi que la fête prend du sens. Ouais, le service et l'engagement, c'est très bien de l'avoir souligné. Merci beaucoup, Anna. Allez, pour la toute dernière escale de la nuit, cap maintenant sur Bangkok et sa vie nocturne trépidante. Bonjour Arnaud. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, c'est impossible de s'ennuyer dans la capitale thaïlandaise. Bouillonnante, bruyante, colorée, mais vivante. Bonjour Laurent. Bangkok a toujours été un lieu d'échange, un lieu de commerce depuis qu'elle est capitale, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, à l'époque du royaume de Siam. Aujourd'hui, capitale du royaume de Thaïlande, c'est une ville de gratte-ciel, une ville de temples bouddhistes, une ville d'eau, on l'appelle la Venise de l'Orient, et une ville où la nature y est luxuriante. Et c'est surtout une ville qui vit la nuit. Et la nuit, je peux vous le dire, pour y avoir été, on y croise toutes sortes de créatures. Regardez ce reportage que nous avons préparé avec Justine Jankowski, Gaël Caron. On se retrouve après. Bangkok, la mégapole qui ne dort jamais. La nuit tombée, les trottoirs de la capitale thaïlandaise ne désemplissent pas. De ces 8 millions d'habitants, ils sont nombreux à ne pas fermer l'œil. Et parmi eux, en première ligne, les pompiers de la ville. Ce soir, ils sont une dizaine à prendre leur service, menés par un homme, le commandant Pignot, 50 ans. Il part pour sa première intervention, mais ce n'est pas un incendie. Vous voyez, c'est un python. Ce n'est pas un serpent vénéneux. Ils sont juste nocturnes et ils viennent chercher leur nourriture la nuit. Il attend de manger ce petit rat.
Ni une ni deux. Il suffit à ce pompier expérimenté de grimper sur une chaise pour attraper ce serpent de plusieurs mètres en quelques secondes à peine. Et hop, dans le sac. J'ai eu peur, car je suis toute seule. Mais ce n'est pas la première fois que j'en vois. Car de jour comme de nuit, les reptiles sont partout. 23h46, le commandant Pignot rentre à la caserne déposer sa première prise. En fait, je préfère travailler la nuit, parce que la circulation, elle est bien meilleure. Il fait moins chaud, et je peux attraper les serpents plus facilement. Et à peine arrivé, il s'enquiert de ce serpent bien plus dangereux. C'est un cobra, attrapé dans la journée. La capitale en est infestée. Je vérifie qu'il n'a pas été blessé. Dans cette salle où il les nourrit, une quarantaine de variétés de reptiles. Pignot a tous appris à les apprivoiser. Ah vraiment, en devenant pompier, je n'aurais jamais imaginé devoir courir comme ça après les serpents. Mais c'est ce que je fais. Il fait la une des journaux. Régulièrement, Pignot est appelé sur les interventions les plus folles. Imaginez un serpent dans votre cuisine, dans le moteur de votre voiture, dans les moindres recoins de votre maison. C'est ce qui se passe toutes les nuits à Bangkok. Plus de 30 000 interventions l'an dernier. La routine pour les 25 pompiers de cette caserne, c'est 80% de leur activité. C'est pas facile de travailler la nuit. Je dis à ma femme et mes enfants, je dois le faire, parce que mon travail, c'est d'aider et de servir les gens. Mais parfois, ma femme se plaint. À peine le temps de finir de dîner. Encore un appel pour un serpent, voilà le numéro. C'est quel type de serpent? Un python. Cette fois-ci, pour répondre à l'appel de cette famille, le commandant Pignot emmène son apprenti, Watson Satsue, arrivé il y a 5 mois. Sous le regard intrigué de la propriétaire des lieux, c'est lui qui s'empare de ce python de plusieurs mètres, logé dans le plafond. Avant, sur les interventions, j'étais stressé. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Les habitantes soulagées vont pouvoir dormir sur leurs 2 oreilles. Pour le commandant et son apprenti, le service est loin d'être terminé. Pour que ces oiseaux de nuit puissent continuer à profiter sans craindre les morsures de serpents. Dites donc, et vous savez, Arnaud, ce que deviennent ces serpents qui ont été capturés ? Eh bien, Laurent, ils sont tout simplement relâchés dans la nature, parfois un peu plus loin des habitations, mais en même temps, le serpent a un rôle important puisqu'il mange les rats et débarrasse la ville de ces rats. Mais vous savez, en Thaïlande, le serpent est une espèce protégée. Il y en a à peu près 300 sortes de serpents, 10% seulement sont venimeux, mais ils sont protégés par la loi, on ne peut pas les tuer ou en faire le commerce. Et puis le serpent, dans la tradition bouddhiste, a aussi un rôle protecteur. Naga, en langue thaï, ça veut dire serpent, il protège donc les habitants. Et puis Pignot en garde aussi quelques-uns pour lui, non seulement pour s'entraîner, mais surtout, puisque vous avez vu qu'il est habile avec les serpents, pour former ses troupes. Ah ben voilà, on a qu'à faire comme ça, effectivement. Pour finir, Arnaud, Bangkok est quand même une ville aux 1000 facettes. Hein. Quelles sont les activités qui sont proposées aux noctambules ? Alors Bangkok, la nuit, Laurent, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Des romantiques au Very Bad Trip, vous savez le titre de ce film célèbre qui se passait dans la Cité des Anges. On peut y faire des balades, des dîners aux chandelles sur un bateau, sur la rivière Chao Phraya ou dans les Klong, dans ces canaux de la Venise de l'Orient. On peut aller se promener dans les marchés nocturnes. Il y en a partout dans la ville. Et puis si vous aimez les choses un peu plus excitantes, vous avez aussi les matchs de boxe thaï ou alors l'excitation des paris lors de combats de coqs, par exemple. Et puis il y a le côté Bangkok un peu plus sulfureux, des bars aux boîtes de nuit, au quartier chaud de la ville qui en ont fait sa réputation. Bangkok qui est la ville la plus visitée au monde, 22 millions de touristes tout de même l'an dernier et à peu près 800 000 Français. Et oui, et du coup on comprend pourquoi. Merci beaucoup Arnaud pour ces infos, ces images impressionnantes et à très bientôt évidemment. Voilà monsieur, extinction des feux. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur la vie nocturne de nos voisins.